Alors apparemment, je vous cite toujours l'excellente étude de Tara Abraham, le petit génie Pitts aurait été fortement marqué, c'est elle qui le dit, par sa lecture de Leibniz. Leibniz, au XVIIe siècle, qui aurait mis en relation, écrit-elle, les notions de calcul, computation, de logique et d'algorithme, et démontré, j'ouvre les guillemets, c'est Tara Abraham, donc c'est une manière américaine évidemment de décrire la pensée de Leibniz, il aurait démontré Leibniz que toute tâche qui peut être décrite complètement et sans ambiguïté, en un nombre fini de mots, peut être réalisée par une machine logique. Donc c'est Leibniz qui est à l'origine pour les cybernéticiens, et pas seulement pour les cybernéticiens évidemment, de la logical machine, de la machine logique, dont s'inspirera beaucoup évidemment Alan Turing, qui lui sera un des grands modèles, un des grands inspirateurs de McCulloch. En tout cas, pour Walter Pitts, l'un de ses inspirateurs revendiqué, c'est Leibniz. Et Leibniz, c'est intéressant parce que c'est évidemment une certaine lecture de Leibniz, disons les choses comme ça, et une certaine interprétation de la pensée de Leibniz, c'est un ancêtre majeur de la cybernétique. Ne serait-ce que par la place éminente qu'il conférait dans le monde à la Mathesis universalis. Et il n'y a pas de mathématiques à l'origine sans une certaine conviction et considération de l'évidence de l'universalité de son discours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mathématiques qui ne fassent la chasse aux singularités. Et donc une mathématique, elle ne peut se concevoir que comme universelle. Leibniz concevait le monde comme intrinsèquement non seulement soumis au calcul, mais issu, suinté par le calcul. D'où sa célèbre formule qu'a beaucoup analysé Heidegger, cum Deus calculat fit mundus. Tandis que Dieu calculait, computait, le monde cogitait en computation. Il y a d'autres citations en latin de la formule de Leibniz un peu plus longue, mais bon, peu importe, on ne va pas passer 3 heures. Le monde se faisait. Ce qui revient évidemment à équivaloir pour un chrétien comme Leibniz, à faire s'équivaloir calcul et vérité. Et au fond, tout le problème est là. Tout le problème est là. La question, c'est pas de... Et ça, les mathématiciens les plus purs le savent et le disent. La question, c'est pas de tout soumettre au calcul. C'est de considérer que cette soumission au calcul, elle rejoint une soumission à la vérité. Et à la vérité au sens universel, c'est-à-dire au sens catholique, au sens chrétien. C'est pour ça que c'est dans l'Occident chrétien que les mathématiques ont pris une telle ampleur, même si elles sont nées aussi par ailleurs et se sont déployées aussi par ailleurs dans le monde musulman, dans l'islam. Parce qu'il y a aussi un rapport à la vérité qui est profondément unitaire, universel, plus au sens catholique dans l'islam, mais au sens dogmatique, qu'il n'y a pas dans d'autres civilisations et dans d'autres pensées. Il n'y a pas de hasard, c'est pas un hasard du tout. Et c'est parce que pour un chrétien comme Leibniz, donc calcul et vérité s'équivalent, qu'il en venait à affirmer que tous les désaccords concernant la vérité, au sens large du terme, toutes les polémiques et tous les problèmes au monde seraient définitivement réglés par l'art du calcul. C'est quelque chose qui est assez connu, qu'il avait par exemple un projet de langagier, linguistique, qui va dans un autre affluent arrivé jusqu'aux théories de Noam Chomsky, dont j'ai parlé déjà. Il va avoir un projet langagier de characteristica universalis, de caractéristiques universelles, c'est-à-dire d'un langage formel, logique, hygiéniquement débarrassé de toute ambiguïté. La singularité, l'ambiguïté, c'est l'ennemi des mathématiques. À même d'exprimer aussi bien les concepts mathématiques que scientifiques et métaphysiques, qui va aboutir à cet autre projet de Leibniz, c'est pour ça qu'il est à l'origine même, à la source même des délires de la cybernétique, la création d'un calculus ratiocinator, une machine calculatoire théorique. Une machine calculatoire théorique. Pas une véritable machine. Mais là, les Leibniziens, les spécialistes de Leibniz, hésitent parce qu'ils disent, est-ce qu'il avait en tête une machine
une machine théorique, de calculatoire théorique, ou une véritable machine à calculer, soit seulement une machine abstraite et algorithmique, soit une machine concrète et mécanique, comme la machine à calculer de Leibniz. Vous voyez, là, vous avez un des modèles de machines à calculer faites sur le modèle de la machine à calculer de Leibniz, qui fabriquait aussi des machines à calculer. Donc, les deux choses sont un peu, sont pas véritablement distinctes. Entre le calculus ratiocinator, la machine calculatoire théorique, et pratique mécanique. Et quel était l'objectif de tout cela, de cette caractéristique universelle que tentait d'imaginer linguistiquement? C'est un projet langagier, linguistique chez Leibniz, logique et linguistique. Quel était l'objectif d'après Leibniz lui-même? C'était de couper court à la parole. De couper court à la parole. Voilà comment il l'exprimait. Lorsqu'il s'élèvera des controverses, une dispute ne sera pas plus de mise entre deux philosophes qu'entre deux comptables, computistas. On pourra régler les disputes entre philosophes aussi aisément qu'entre deux comptables, entre deux calculateurs. Il suffira en effet de prendre les roseaux en main, ou les abacs en main, selon certaines traductions, les roseaux en main, de s'asseoir devant des abacs, donc les machines à calculer de l'époque, et de se dire mutuellement, notre ami consentant, ça ne peut être qu'un ami, calculons. Calculemus, donc c'est une formule fameuse de Leibniz, le calculemus, calculons, et comme ça on résoudra toutes les ambiguïtés, toutes les apories, et toutes les disputes et toutes les polémiques au monde. Je ne sais pas si ça vous parle aussi autant qu'à moi, mais à chaque fois que je découvre ces choses-là, qui viennent de loin, donc, j'ai à l'esprit immédiatement tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, jusqu'au pass sanitaire, au pass vaccinal, que je n'ai pas, parce que je ne suis pas vacciné, et que je m'en porte très bien, évidemment. Vous voyez, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que les philosophes les plus anciens, les plus antiques, nous parlent d'aujourd'hui. Il y a c'est mes généalogies à moi, c'est des généalogies que je trace et que je fais, dont je me flatte. Mais elles sont, elles sont très minutieuses, jusque dans le mot à mot. Et au fond, c'est le mot à mot qui est la meilleure source des bonnes intuitions. Toujours le mot à mot, toujours vous voyez, là c'est le mot à mot de Calculemus, c'est le mot à mot de Leibniz. Et c'est assez facile, d'une certaine manière, d'élaborer certaines intuitions puissantes. Parce que si elles ne sont pas puissantes, elles n'ont pas tellement d'intérêt. Puissantes, c'est-à-dire qui permettent d'envisager et de comprendre les fluctuations et les bouleversements du monde contemporain. Pas du tout comme un Superman qui graspe la réalité, la complexité mathématique de la réalité, mais comme plutôt un sourcilleux talmudiste qui connaît le mot à mot de son monde. Voilà, je continue. Ce calculemus donc de Leibniz, ce n'est que la formulation philosophique de la propagande macroniste qui explique qu'on peut débattre de tout sauf des chiffres. Hein, vous vous en souvenez, j'en avais parlé la dernière fois, je crois. Ça, c'est la propagande macroniste. Vous voyez à quel point ces choses-là sont contredites par les origines mêmes de ce que c'est que le calcul et les chiffres et le mathème. Parce que lorsque la propagande macroniste dit on peut débattre de tout sauf des chiffres, c'est évidemment un ordre qui est donné là, et pas du tout un constat de rationalité. C'est-à-dire, vous avez le droit de débattre de tout sauf des chiffres. Donc il vous est interdit de débattre des chiffres. C'est exactement l'idée de Leibniz, c'est-à-dire que si on s'en référait au seul calcul, il n'y aurait plus de dispute, il n'y aurait plus de débat, il n'y aurait plus de controverse. La question qu'il s'agit de poser à Leibniz, c'est quel est l'intérêt de se mettre d'accord et d'en finir avec les controverses? Parce que c'est ça le fond de la question en réalité. Cet intérêt, entre guillemets, n'a d'autre justification que politique, c'est-à-dire le bon ordre dans la cité, et dans une certaine forme de cité, la cité platonicienne. Et ça ne saurait être que celui d'un despote.
Donc on a d'emblée, dès les élucubrations leibniziennes, le despotisme qui pointe, le despotisme qui est là dans la coulisse et qui d'une certaine manière n'est même pas dans la coulisse. Parce qu'il s'agit très clairement de mettre fin à toutes les singularités, à toutes les irrégularités et à tous les déséquilibres, et tout cela revient au fond à vouloir en mettre fin avec toutes les controverses. Toutes les controverses. Leibniz, je vais vous le montrer avec Leibniz, comment ça prend un sens politique, même déjà d'emblée chez Leibniz. Un sens profondément politique. Cette idée du calcul universel et de la machine à calculer mentale, qui va donc aboutir à la cybernétique. Leibniz, donc persuadé que le monde est computé, calculé par le Dieu du christianisme, ne peut pas ne pas considérer, je dis computé parce qu'en latin l'équivalent du calcul c'est le mot computatio. Il ne peut pas ne pas considérer une découverte scientifique comme un incontestable progrès pour le genre non pas humain mais pour le genre chrétien. Et c'est ainsi qu'il défend dans son discours touchant la méthode de la certitude et l'art d'inventer pour finir les disputes et pour faire en peu de temps des grands progrès, c'est le titre d'un discours de Leibniz donc, discours touchant la méthode de la certitude et l'art d'inventer pour finir les disputes et pour faire en peu de temps de grands progrès, il vante, quoi donc, la découverte de la poudre à canon. J'ajouterai seulement que la découverte de la poudre à canon me paroît être plutôt un présent de la bonté du ciel, dont notre siècle même lui doit encore des remerciements, qu'une marque de sa colère, car c'est apparemment cette poudre à canon qui a le plus contribué à arrêter le torrent des Ottomans, qui a loi inondé notre Europe, et encore présentement, c'est par là qu'il y a de l'apparence qu'on se pourra quelque jour délivrer entièrement de leur voisinage, ou peut-être qu'on pourra retirer une partie de leur peuple au pluriel, les Ottomans, les musulmans donc, des ténèbres et de la barbarie, pour les faire jouir avec nous des douceurs d'une vie honnête et de la connaissance du souverain bien, en rendant à la Grèce, mère des sciences, et à l'Asie, mère de la religion, ces biens dont nous leur sommes redevables. Vous voyez comme on est loin, avec Leibniz, de l'esprit de finesse de Pascal, pour qui la mathématique est inutile en sa profondeur. J'avais cité cette phrase de Pascal, il me semble, lors de la séance sur Heidegger et Pascal, sur Pensée Pascal, la mathématique est inutile en sa profondeur. Pascal dit, vous voyez là on voit tout de suite, à la même époque, au XVIIe siècle, comment deux génies, deux génialités, vont se diriger l'une vers le mal au sens symbolique, c'est-à-dire vers le despotisme, vers la domination, et l'autre vers l'émancipation et vers le bien. Pascal, évidemment. C'est un bon mathématicien, dira-t-on, écrit Pascal, mais je n'ai que faire de mathématiques. Il me prendrait pour une proposition. C'est un bon guerrier, et deux points, il me prendrait pour une place assiégée. Là, on voit, il n'y a pas photo. J'aime bien comparer les génies, parce qu'évidemment, Leibniz, c'est un génie. Mais là, j'aime bien comparer les penseurs, les grands penseurs, et voir comment il y en a qui voient des choses que les autres ne voient pas. Pascal, il comprend immédiatement, très très grand génie en mathématiques, hein, c'est pas le point de vue de l'insecte qui regarde l'aigle planer dans les hauteurs. Là, c'est le point de vue d'un aigle qui regarde un autre aigle et qui a une intuition, des intuitions, des trouvailles géniales que l'autre n'a pas. Parce qu'immédiatement, il comprend le rapport entre les mathématiques et le fait de tout prendre pour des propositions, et le guerrier qui prend tout pour des places assiégées. C'est fou, hein, c'est une pensée célèbre de Pascal. Alors, autre grand penseur de toutes ces choses-là, si vous voulez, du rapport entre le mathème et le mal, appelons ça comme ça, c'est la séance d'aujourd'hui. Vous voyez, hein, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas matheux, j'aime pas les maths, ça ne m'intéresse absolument pas, mais j'ai quand même quelques cartouches, et c'est pas fini. Alors, Heidegger, dans ses Beiträge, donc à l'époque du Troisième Reich,